Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Après être une nouvelle fois parlé au téléphone mercredi dernier, Donald Trump et Vladimir Poutine se disent désormais prêts à négocier la fin du conflit en Ukraine. Le Kremlin a fait savoir être prêt à des pourparlers de paix pour obtenir une solution à long terme. Est-ce qu'il s'agira d'une négociation de paix sans l'Europe ou même l'Ukraine? On en parle avec notre éditorialiste, Mohamed Leduf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La fin du conflit en Ukraine est précipitée par la politique de désengagement de Washington. Effectivement, c'est ce qui était prévu qui est en train de se passer puisque dès la campagne électorale, Trump avait promis qu'il va rapidement résoudre ce problème. Et c'est comme si c'est dans cela qu'il est en train de s'engager, même si la façon dont il s'engage dans cette affaire est plutôt cavalière, puisque il s'est adressé à Trump. Rappelons que plusieurs fois les médias ont dit qu'ils se sont entretenus. Voilà que cette fois-ci c'est devenu effectif. Et c'est après avoir discuté avec Donald Trump, avec plutôt Poutine, que Trump appelle le président de l'Ukraine, Zelensky, qui est plus concerné en fait que Trump dans cette guerre, puisque c'est son pays qui est en guerre sur le terrain, même si bien sûr c'est une guerre par procuration pour l'OTAN. Zelensky n'a pas apprécié, mais puisque c'est les États-Unis qui le portent actuellement en termes de soutien pour la guerre, en termes de soutien pour les populations, il peut protester, mais ça ne peut pas dépasser une protestation parce que sans les États-Unis, on ne parlerait pas de cette guerre-là aujourd'hui. Le secrétaire américain à la Défense, participant à une réunion à Bruxelles cette semaine, a évoqué la question de l'OTAN également. Et il s'est dit non favorable à l'entrée de Kiev dans l'OTAN. Mais est-ce qu'il y a un changement de discours ou les États-Unis ont toujours été dans cette position-là? Il y a un changement de discours qui est extrêmement clair, puisque sur la question de l'OTAN, les gens avaient joué sur le fait que l'Ukraine étant en guerre, un pays en guerre ne peut pas adhérer à l'OTAN, les textes ne le permettent pas. Ce qui est logique parce que si un pays en guerre entre dans l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN entre en guerre, puisque c'est un accord où, quand un pays est attaqué, on considère que c'est l'OTAN de façon globale qui est attaqué. Okay. Mais Donald Trump a dit plus clair. Il a dit que les Russes ont depuis longtemps dit que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Je suis d'accord avec ça. Alors que tout le monde sait que une des causes de cette guerre, c'est le fait que l'OTAN était en train de s'approcher des frontières de la Russie et Poutine considérait que c'est un problème de sécurité pour la Russie au point d'avoir anticipé ce qu'il a appelé, lui, une opération militaire qui est en bonne et due forme, une invasion. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et même sur les négociations, tout le monde se dit que cet aspect doit faire partie des négociations parce que quand on résout une guerre, si vous laissez les causes, vous arrêtez le feu tout simplement, mais les mêmes causes risquent de reproduire après les mêmes effets. On aura une paix pendant un temps, mais ça ne sera pas la paix définitive qui est recherchée. Et le dialogue entre Washington et Moscou sur le vieux continent dans un autre son du cloche. L'Europe se sent-il écartée de ce processus de paix? Oui, avec la méthode Trump, franchement, pas seulement écartée. Rappelez-vous que Vladimir Poutine est recherché par la CPI. On oublie cela. Mais comment un président comme Trump, alors que son prédécesseur avait fortement apprécié le fait qu'on dise qu'on va traduire Poutine au niveau de la CPI, mais comment le président suivant du même pays prend contact avec celui qui est recherché par la CPI pour régler un problème? En Europe également, les gens avaient apprécié le fait qu'on veuille traduire Poutine au niveau de la CPI. Mais aujourd'hui, celui-là que la CPI doit juger, celui-là qu'on a essayé d'isoler sur le plan diplomatique, qu'on a sanctionné sur le plan économique, que l'on combat sur le plan militaire en armant son adversaire, mais Trump a effacé tout cela pour aller prendre directement contact avec celui, à la limite avec l'intouchable. Bien sûr, l'Europe, je ne dirais pas, est surprise. Ils ne sont pas surpris, ils savent qui est Trump. Et déjà, même les gens posaient le problème en disant, mais attendez, Trump risque de faire ce qu'il avait fait en Afghanistan, c'est-à-dire aller négocier directement avec Poutine et puis oublier aussi bien les Européens que l'Ukraine. Et c'est exactement ce qu'il a fait, parce que, est-ce qu'on peut parler de négociation? Parce que Trump est allé dans le sens d'accepter pratiquement les conditions de
de Moscou, puisque quand on l'entend parler, il a validé ici le fait que l'Ukraine ne doit pas aller au niveau de l'OTAN, mais ce n'est pas seulement qu'il a validé, il est en train de valider pratiquement l'occupation des territoires, etc. Mais avec tous ces éléments, finalement, on ne parle pas de négociation, parce que quand l'Ukraine va venir, Zelensky va négocier quoi? Si Trump et Poutine se sont déjà entendus sur les conditions de la paix. Les alliés européens de l'Ukraine se sentent au pied du mur, mais est-ce que les États-Unis vont pouvoir réussir à résoudre ce conflit sans l'Europe? Ils peuvent ramener la paix sans l'Europe. Parce que s'ils s'entendent avec Poutine, on peut facilement arriver à une cessation des combats. Mais une cessation des combats ne résout pas le problème. Les Européens, tout comme Zelensky, disent qu'il faut une position commune, au moins entre Zelensky et les pays européens. Et les pays européens disent qu'on ne peut pas faire la paix sans Volodymyr Zelensky. Donc ça n'a rien à voir avec la démarche américaine, bien que par la suite, comme vous connaissez Trump, il rectifie sans se poser de questions. Il a dit qu'à la rencontre de ce vendredi, Zelensky également va pouvoir participer. Effectivement, Zelensky est à cette rencontre. Mais cette rencontre n'était pas une rencontre destinée à l'Ukraine. C'était une rencontre sur la sécurité qui devait parler également d'intelligence artificielle, du pouvoir du dollar, du Moyen-Orient, de l'énergie, etc. Que Trump risque de transformer tout simplement en rencontre sur l'Ukraine pour cette fois-ci essayer de rectifier son erreur en impliquant l'Ukraine et en essayant d'impliquer des Européens. L'Ukraine, au départ, avait dit qu'ils ne vont pas s'impliquer dans cette rencontre parce que la manière, il faut le reconnaître, ne respecte pas du tout les formes en matière de diplomatie. En vue d'une solution à long terme, est-ce que le président ukrainien dont l'armée est affaiblie par 3 ans de guerre dispose d'un atout de taille pour faire valoir dans les négociations? Mais il n'a pas d'atout. L'atout qu'il pouvait avoir, et Zelensky l'avait très bien compris, avec les négociations, Zelensky voulait aller négocier sous le parapluie de l'OTAN. Puisque l'Ukraine seule devant la Russie, il est clair que ce ne sera pas une négociation, ça sera une reddition. Et d'ailleurs, c'est ce que, comment il s'appelle encore, Poutine demande. Quand on regarde les conditions qu'il pose, Poutine demande carrément une reddition de la part de Zelensky. Zelensky, l'ayant compris, a voulu négocier sous le parapluie de l'OTAN. Zelensky même n'a pas confiance à un accord simplement. Il souhaite même qu'après l'accord, qu'il y ait des forces de l'OTAN qui soient sur le sol de l'Ukraine pour garantir l'accord qui va être signé avec la Russie. Donc c'est clair que Zelensky se rend compte qu'il est en position de faiblesse. Mais malheureusement, Trump lui a joué un mauvais tour en le rendant davantage faible, en refusant de continuer avec l'aide militaire et en allant directement négocier avec Poutine et en donnant raison pratiquement à Poutine sans pour autant d'avoir demandé la position de l'Ukraine. Donc il se trouve davantage affaibli alors que sur le terrain militaire, il a des problèmes pour avoir des soldats, il a des problèmes pour avoir du matériel militaire et il a des problèmes pour avoir de l'argent parce que la guerre, à côté du matériel militaire, il faut également le nerf de la guerre, comme on le dit. Le chef du Pentagone aussi a voulu rassurant lors d'une déclaration écartant toute trahison des États-Unis. Mais dans ce processus de négociation de paix, qui pourrait éventuellement se sentir trahi? L'Europe et l'Ukraine vont se sentir trahis. Puisque n'oublions pas que jusqu'à ce que Poutine arrive au pouvoir, c'était l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, en particulier l'Allemagne, la France, l'Angleterre, puisque c'est les pays qui étaient le plus au-devant de la scène sur cette question, qui agissaient ensemble. Même quand il s'agissait d'armées, on se partageait, toi tu donnes tel char, toi tu donnes tel type d'armement, toi tu donnes tel type d'armement. Il y avait une action de concert qui était en même temps une stratégie pour éviter que la Russie ne s'en prenne à un de ces pays qu'on va considérer comme un co-belligérant, comme Poutine aimait le dire. Donc à chaque fois qu'il fallait mettre des armes, ils s'organisaient pour que tout le monde mette les armes, pour mettre Poutine en face de plusieurs États en même temps, au lieu de le mettre en face d'un seul État. Mais avec l'attitude actuelle de Trump, qui est une attitude carrément unilatérale, il est clair que les Européens également ont été complètement laissés en marge. Mais ce n'est pas une surprise encore une fois. Trump est un businessman de l'immobilier. Moi, ma crainte, parce que ce n'est pas clair. On nous a donné des informations sur la communication et comme tout le monde le sait, dans une communication présidentielle, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Est-ce que derrière, il n'y a pas un deal? C'est-à-dire, qu'est-ce que Poutine va gagner
Mais si Poutine gagne quelque chose, qu'est-ce que Trump également va gagner? Je ne crois pas qu'il va faire la paix comme ça sans pour autant gagner quelque chose dans cette affaire-là. Alors, le président français Emmanuel Macron a mis en garde dans une interview accordée aux médias britanniques Financial Times, paru ce vendredi 14 février, contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine. Qu'en pensez-vous de cette déclaration du président français? Il a totalement raison. Imaginez tout ce qui a été investi par les Européens, tout ce qui a été investi par les Américains, puisque les Américains seuls ont donné pratiquement 65 milliards de dollars depuis que la guerre a commencé. Et ça, c'est sur le côté militaire seulement. Mais tout cela, pourquoi? Pour que l'Ukraine dise... Les investissements, c'était détail. Oui, mais que l'Ukraine se réveille pour dire « j'en peux plus, Russie, qu'est-ce que tu veux? On fait ce que tu veux et puis la guerre s'arrête. » Mais on va leur dire tout ça pour ça. Et c'est pourquoi Macron avait vu ça, en fait, depuis les élections, quand on a senti que Trump pouvait remporter les élections. Rappelez-vous des positions de Macron. Il avait commencé déjà à dire aux Européens, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on prenne nos responsabilités, mais il n'avait pas été entendu à l'époque. Rappelez-vous qu'il était allé jusqu'à dire, il faut qu'on envoie des troupes sur le sol ukrainien, mais tout le monde avait pratiquement refusé, y compris les Américains à l'époque. Aujourd'hui, certainement, il va rire son cap en disant aux gens, mais voilà, ce que j'avais demandé de faire il y a longtemps, si on l'avait fait, on n'en serait pas dans cette même situation aujourd'hui. Mais il est clair que ce que Macron essaye de refuser, c'est ce qui risque de se passer, parce que jusqu'à présent, il faut le dire clairement, l'Union européenne n'a pas pris la place des États-Unis dans cette affaire, mais de sorte que Zelensky, en réalité, en perdant Trump et en ne voyant pas l'Union européenne de façon beaucoup plus décisive dans ce combat, mais il sera obligé de faire ce qu'il aurait dû faire depuis 3 ans. Mais la France le réitère, la négociation de cette paix revient essentiellement à la Russie et à l'Ukraine. Oui, en principe, quand il y a guerre... Ce sont les protagonistes. Voilà. Ce sont les belligérants qui doivent s'asseoir autour d'une table. On aurait pu comprendre que les États-Unis, que d'autres pays viennent pour encadrer, comme ça s'est fait à chaque fois quand il y a des conflits dans un pays ou entre des pays, qu'il y ait de la médiation pour essayer de sauver également les meubles. Est-ce qu'on a l'impression que les États-Unis veulent décider à la place des deux? Mais les États-Unis, c'est pas qu'ils veulent décider, ils ont décidé. Trump a promis, a accepté pratiquement ce que Poutine demande. Quand les médias américains font le compte-rendu de la communication entre les deux, mais ils sont clairs. Il a accepté que la cause profonde, parce que Poutine dit qu'il faut qu'on règle la cause profonde. La cause profonde, c'est l'adhésion à l'OTAN. Et voilà que les États-Unis disent également, OK. Il n'est pas, certains disent que ce n'est pas réaliste. Trump, lui, dit qu'il est même d'accord qu'il n'adhère pas. La question des territoires, mais ils ont accepté que l'Ukraine se contente du reste de ses territoires. Alors que de l'autre côté, l'Ukraine se dit également favorable à céder les terres rares. Est-ce qu'on peut considérer en ce moment précis que l'approche américaine est validée par toutes les différentes parties? Mais non, l'Ukraine est dans une posture où on ne lui demande même pas de valider. Parce que c'est ça qui est grave pour l'Ukraine. Quand Trump communiquait avec Poutine, s'il avait commencé par une communication avec Zelensky, c'est ça qui était plus logique. Et qu'il discute avec Poutine les conditions de Zelensky. Mais Trump a ignoré Zelensky, allait discuter avec Poutine, s'accorder avec lui, ignorer les pays de l'Union européenne qui également soutiennent l'Ukraine. Et après la communication, certainement quand il a senti que lui, il a obtenu ce qu'il veut, il va appeler Zelensky pour faire pression sur lui, pour lui dire voilà ce qu'on va faire. Et c'est pourquoi vous avez vu la réaction très, très colérique, je le dirais, des Européens qui se disent que mais le gars-là, il vient d'arriver, la guerre est là depuis 3 ans, il se réveille un beau matin, il veut arrêter la guerre et puis il nous ignore, alors que nous avons été concernés, peut-être pas au même niveau que les Américains, mais comme les Américains, par le soutien au niveau à l'Ukraine. Presque 3 ans après le début de l'offensive, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a eu un perdant ou un gagnant? Mais il y a eu plusieurs perdants. Le plus grand perdant, c'est l'Ukraine. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, je n'ai jamais cru que même avec le soutien des Américains et des Européens, l'Ukraine va gagner la guerre. Je n'y ai jamais cru. Et j'ai toujours dit, mais
Pourquoi il attend qu'on détruise le pays, qu'on tue les gens, qu'on détruise les infrastructures qui font l'économie du pays? Je ne savais pas qu'est-ce qu'il attendait. Moi, j'ai toujours dit de façon très claire, il n'a qu'à prendre l'initiative de la négociation parce qu'il part perdant dans cette guerre-là. Mais il a toujours persisté. Mais vous avez d'autres perdants. Tout ce que les Européens ont investi dedans. Rappelez-vous qu'à un certain moment, dans certains pays européens, quand la crise énergétique surtout est venue, les gens avaient commencé à manifester en disant non, il faut qu'on revoie le soutien à l'Ukraine. Ils vont devoir s'expliquer avec leur opinion publique pour leur dire à quoi ça a servi ce soutien. L'autre perdant, c'est la Russie. Parce que même si la Russie sort à la limite victorieuse sur la base des négociations, combien de soldats russes sont morts? Combien ils ont mis dans cette guerre? Sur ce plan-là également, il y aura des perdants. Et comme on le dit de façon générale, quand il y a la guerre, on va dire voilà le vainqueur, mais tout le monde est perdant parce que chacun aura ses carottes cuites dans cette affaire-là. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.